Shalom, nous allons étudier le daf Mem Vav dans Masechet Baba Batra. Nous allons reprendre cette ligne à la fin du daf Mem He, Amud Bet, Mativ Rava, ici les Rava, objection de Rava pour aider Abba. Donc ici c'est une objection à Rava, par Rava, à ce qu'a dit Abaye. Alors rappelle le sujet, on avait une Mishnah qui disait qu'un Ouman, un artisan, n'a pas de Chazaka, c'est-à-dire que s'il a un objet chez lui, il ne peut pas justifier la présence de cet objet comme étant une preuve que ça lui appartient, puisqu'on part du principe qu'en tant que Ouman, c'est normal qu'il ait l'objet d'autres personnes chez lui. Et là-dessus, Rabba était venu nous dire que quand est-ce que le Ouman n'a pas de Chazaka, quand est-ce qu'il n'a pas de Chazaka, lorsque il y a des témoins qui étaient présents au moment où il a remis l'objet. C'est-à-dire qu'on a la certitude que l'objet a été remis chez lui, lui n'a pas de témoin qui l'a rendu, et donc on part du principe qu'il est chez lui, parce que Rabba estime que celui qui a reçu un objet devant deux témoins doit le rendre devant deux témoins. Donc ayant deux témoins que l'objet lui a été déposé, et pas de témoins comme quoi il a été rendu, on part du principe que l'objet est là-bas. Partant du principe que l'objet est là-bas, il ne peut pas dire l'objet n'est pas chez moi. Et donc il n'a pas de migo. Et lorsqu'il dit qu'il a acheté l'objet, il n'est pas cru. A l'inverse, nous dit Rabba, si par contre l'objet ne lui a pas été remis devant des témoins, il peut très bien nier et dire que l'objet n'est pas chez lui. Donc quand la personne lui réclame l'objet, il dit l'objet n'est pas chez moi. Comme il peut dire l'objet n'est pas chez moi, il a un migo qui lui permet de dire qu'il l'a acheté. Croyez-moi quand je dis que je l'ai acheté, parce que dans tous les cas, vous n'avez aucune preuve qu'il est chez moi, j'aurais pu très bien vous dire que cet objet n'est pas chez moi. Et donc, c'était l'avis de Rabba, qui avait été objecté par Abaye, et Rava vient aider justement Rabba. Mativ Rava les Rabba avec une braïta. Hanoten talito le Oman, celui qui donne son vêtement à un artisan pour le laver, pour le réparer. Oman Omer, shtaim katsas tali. L'artisan lui dit, on avait prévu que tu me payes 2 zouz. Va à la Omer, et le client lui dit, lokasas tilecha, et la achat, pas du tout, je n'ai prévu avec toi que un sela, un zouz, un sela, je sais pas. Koz man shatali de yada Oman, tant que l'objet est encore chez l'artisan, al balabait la viraya, c'est au client d'apporter une preuve sur le prix, que c'est bien qu'un seul sela qu'ils ont prévu, et non pas deux. Les tanalo, lorsque le Ouman a déjà rendu l'objet, alors justement on nous dit ici, bismano, si il réclame le salaire immédiatement dans la journée, donc le jour même, à ce moment-là il est cru, nishba, il jure, l'artisan jure, et à ce moment-là on le croit. Vénotel, il récupère son salaire. Avansmano, s'il a laissé passer le temps, il a laissé passer la journée, on est le lendemain, à ce moment-là il n'est plus dans une période où il est censé être Neheman, censé être cru, puisqu'on part du principe qu'une personne a déjà payé. À ce moment-là, Motzimecha Vero, à la Veraya, c'est celui qui veut sortir l'argent de l'autre qui doit prouver, et donc c'est à l'artisan de prouver que finalement, il faut bien qu'on le paye deux slime et non pas un seul. Alors je rappelle rapidement donc cette braïta. On a ici une discussion entre le client et l'artisan sur le prix qui avait été fixé. Est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 1? Ici, la réparation a déjà été faite, donc on ne peut pas l'enlever. La question c'est est-ce qu'il faut payer 1, est-ce qu'il faut payer 2? On nous dit justement que si l'objet n'a pas été rendu, finalement c'est l'artisan qui est gagnant et c'est à l'autre, le client, de trouver la preuve. Si par contre l'objet a été rendu et qu'on a même dépassé la journée, à ce moment-là c'est l'inverse, c'est à l'artisan de prouver. Si par contre on est encore dans la journée dans laquelle l'objet a été rendu, à ce moment-là l'artisan devra jurer et à ce moment-là il pourra récupérer ces 2 slimes. Là-dessus justement, la Gemara, c'est Rava donc, qui va essayer de comprendre quel est le cas. Echidame, quel est le cas? Est-ce que l'objet a été déposé devant des témoins ou sans témoins? Echidame, ideka edim, s'il y a des témoins, l'echezia edim, maika amre, a priori, on n'a qu'à demander aux témoins qui étaient là, qui étaient présents au moment où on a déposé l'objet, on n'a qu'à leur demander si le prix fixé avait été de 1 ou de 2 slimes. Donc, de là nous dit Rava, et la lave deleka edim, forcément, puisque on a une discussion sur le prix qui a été fixé, c'est qu'il n'y a pas de témoin qui était présent au moment où on a déposé l'objet, qu'on a fixé le prix. Et là, deleka edim, donc il n'y avait pas de témoin. Et pourtant on dit quoi? Avec katane, uman, meiman. Et on a dit que le uman, l'artisan, est cru. Puisqu'au début de la braïta, on a dit que tant que l'objet est chez lui, on estime qu'il est cru. Migode iba amale, les kuchai beyadi, meiman nami, a agré. Et donc c'est quoi a priori? Nous dit Rava, c'est qu'il est cru lorsqu'il dit paye-moi 2 parce qu'on avait fixé un salaire de 2 slimes. Crois-moi quand je te dis que tu me dois 2 slimes, parce que sinon j'aurais pu te dire que l'objet est à moi, que je te l'ai acheté. Et du coup, c'est la preuve ici que Rava apporte
à Rabat pour dire justement que dans ce cas-là, il y a effectivement un migo qui dit que la personne, justement, pouvait dire que cet objet a été acheté. Maintenant, on va expliquer en quoi c'est une objection à Abaye et une preuve pour Rabat. On a vu que selon Rabat, le cas de la Mishnah, quand est-ce qu'on disait que le Ouman n'est pas du migo, quand est-ce qu'il n'était pas cru, qu'il n'est pas Trazaka, c'est seulement dans le cas où il y a des témoins qui ont assisté à la remise de l'objet. On a dit que selon Abaye allait plus loin, il dit finalement qu'il y ait des témoins sur la remise de l'objet ou pas, il y a quoi qu'il arrive, un migo. Migo que j'aurais pu te dire que je ne l'ai pas, migo que j'aurais pu te dire que je l'ai acheté, et donc il a toujours finalement une manière de faire chazaka, et donc ici, c'est un problème parce que ici, on voit que finalement la personne a une chazaka, même si l'objet a priori on sait qu'il est chez lui, on voit ici qu'il a une chazaka, alors que selon Abaye on a dit qu'il y ait des témoins sur la remise ou pas, il ne devrait pas y avoir de chazaka possible. La Gemara corrige et répond au nom de Abaye, lo lerolam delikaedim, non tu peux très bien dire qu'il n'y a pas eu de témoins, vehu deloraa. Et chez nous, c'est un cas où on ne sait pas si l'objet est chez l'artisan. Donc la personne lui réclame l'objet, mais il n'y a pas de témoin qui actuellement voit que l'objet est chez lui. Et donc comme il n'y a pas de témoin qui atteste que l'objet est chez lui actuellement, la personne peut dire ce qu'elle veut, parce que l'artisan peut très bien dire que l'objet n'est pas chez lui. Et donc c'est pour ça qu'il continue d'avoir un migo. Donc finalement cette braïta, lue selon Abaye, dans un cas où il n'y aurait pas aujourd'hui de preuve que l'objet est encore chez lui, à ce moment-là, il y aurait un migo, c'est pour ça que ce n'est pas une objection. Maintenant, Mativ Rav Nachman Bar Yitzhak, on a une autre objection cette fois à Rabat, que la Gemara finalement va retenir. Ouman et lo chazaka. On dit qu'un Ouman, c'est marqué justement dans la Mishnah, que l'artisan n'a pas de chazaka. Alors, Ouman, Uhude en lo chazaka, ha'acher, yesh lo chazaka, si on fait une déduction logique, la Mishnah a l'air de dire que dans une situation précise, un Ouman, un artisan, n'a pas de chazaka, sous-entendu une autre personne qui n'a pas ce statut-là d'artisan, dans une situation similaire, aurait une chazaka. Maintenant, quel est le cas? Echidame. Ide ka'edim, si on parle d'un cas où il y a des témoins, acher, amai, yishlo chazaka. Si, maintenant on ne parle pas d'un artisan, on parle d'un particulier qui reçoit un objet chez lui, et il y a deux témoins qui attestent que l'objet a été déposé, comment pourrait-il avoir une chazaka alors que finalement, il a reçu l'objet avec des témoins, et il n'a pas rendu? Et la lave, des ka'edim. Et donc, du coup, on est contraint d'imaginer que le cas de la Mishnah transposé à quelqu'un qui n'est pas Ouman, ce sera un cas où il n'y a pas de témoin. Vekatane, et on dit quoi? Ouman et lo chazaka, tiufta de rabba. Donc, on est obligé de dire du coup par opposition que dans la Mishnah, on parle d'un cas où il n'y a pas de témoin, et on voit bien que même s'il n'y a pas de témoin, on dirait qu'il n'y a pas de chazaka. Donc, globalement, cette objection vient du fait que justement il y a marqué Ouman. Ouman, ça veut dire un artisan, donc on est en train de dire finalement que l'Ouman n'a pas de chazaka là où les autres ont. Et en général, pour avoir une chazaka, il faut qu'il n'y ait pas de témoin que l'objet a été déposé chez moi. Et du coup, c'est pour ça que c'est une particularité du Ouman, et donc ça, c'est la preuve finalement contre Rabat, que c'est bien le statut du Ouman qui fait qu'il n'a pas de chazaka, et non pas le fait qu'il y ait des témoins ou pas. Maintenant, on change de sujet, Tano Rabana avec une braïta, Nitralfu lo kelim bechelim, bevet Ouman. Si chez l'artisan, les habits ont été échangés. Donc quelqu'un a laissé un habit, on va dire à laver chez le teinturier, et il le récupère un autre à la place. En attendant que la personne à qui on a échangé justement l'objet revienne récupérer son habit, la personne qui a reçu l'habit d'un autre peut l'utiliser, peut le porter pendant ce temps. Par contre, bevet avel ou bevet amishté, si c'est dans une maison de deuil ou dans une maison de fête que les manteaux ont été échangés, comme ça arrive souvent quand on met les manteaux dans une pièce, on ne pourra pas l'utiliser jusqu'à ce que l'autre vienne récupérer. Donc ici on a deux situations qui pourtant paraissent similaires. Ça va tout de suite générer une question de l'Agmara. C'est que l'on a une akhlafa, c'est-à-dire qu'on a eu un échange qui a été fait de manière a priori non volontaire. Et ce qu'on est en train de nous dire, c'est que lorsque l'on vient du pressing, du teinturier, et qu'on a un habit qui n'est pas le nôtre, en attendant qu'on retrouve le propriétaire, on peut l'utiliser, le porter. Si par contre c'est dans une fête ou dans une maison de deuil qu'on a échangé, on ne pourra pas. La Gemara pose la question légitime, Mashna Recha, Mashna Sefa. Quelle est la différence entre le début et la fin? Parce que soit tu pars du principe que je peux utiliser l'objet de l'autre en attendant qu'il le retrouve, ou soit tu pars du principe que je ne peux pas. Mais pourquoi changer? La Gemara nous dit, Rav nous dit, Ava, Yativna Kameh Chavivi, j'étais assis devant mon oncle, c'est Rabbi Chia, qui fait partie de ceux qui ont écrit les Braithot. Vers Mali, il m'a dit,
Vechi en adam asui loma leuman mechol italiti. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est pas l'habitude justement de dire à quelqu'un, c'est l'habitude de dire justement à son teinturier ou à son artisan, écoute, vends-moi vends-moi ce talit, vends-moi ce vêtement. Donc du coup, comme il est possible parfois que l'artisan ait acheté lui-même l'objet ou qu'il soit missionné par un autre client pour le vendre, du coup, on peut partir du principe ici que lorsque la personne a reçu un vêtement de quelqu'un d'autre, c'est pas un échange qui est fait de manière involontaire, c'est finalement volontairement la personne qui lui a donné l'objet de quelqu'un d'autre, mais sur lequel il a un droit, parce que c'est l'habitude des gens de donner ce genre de droit à leur teinturier. Et du coup, la Gemara nous explique à quel point cette chose-là est limitée. Amaravichia bered Rav Nachman. Du coup, le fils de Rav Nachman nous dit Lo shanu ela hu avalishto banavlo. Et tout cela, ce n'est que lorsque c'est le teinturier lui-même ou l'artisan lui-même qui donne l'objet, qui donne le vêtement. Mais si c'est sa femme ou son fils qui le remplace et qui le donne, non, parce qu'on part du principe qu'il n'y a que l'artisan lui-même qui a ce genre de prérogative et non pas sa femme et son fils. Donc si c'est la femme et le fils, on part du principe que c'est une erreur. Si c'est une erreur, c'est comme dans une fête où on a échangé, on ne peut pas l'utiliser. Et il faut également que l'ouman, l'artisan, lui dit tiens un talit de manière impersonnelle. Aval talit et si lui dit voici ton talit. Lo, ça marche pas. Pourquoi? Parce que Haïlav talit vidéo, parce qu'on voit ici que c'est pas son talit et que la personne avait l'intention de lui donner son talit et que c'est une erreur. Si c'est une erreur, encore une fois, on ne peut pas en profiter. Maintenant, on va rapporter quelques halachot qui sont liés toujours aux chazakot et aux artisans. Amalé abayé rava abayé rava ta'ach velach rama et des pumpedita. Je vais te montrer comment les artisans malhonnêtes de pumpedita font. Maï qu'est-ce qu'ils font? Amalé avli sarbela, et lorsque un client vient et lui demande son manteau. L'autre lui répond Loyut varim merolam, je n'ai jamais reçu un manteau de toi. L'autre lui dit Aït les ça des chazua gabar, mais j'ai des témoins qui ont vu que ce vêtement-là est chez toi. L'autre lui répond Amalé Ouacharina ava. Oui, c'est vrai, ils ont vu un manteau qui est comme ci, comme ça, mais il ne t'appartient pas, c'est le vêtement d'un autre. A pikne venechezinu. Alors le client lui dit sors-le-moi, sors-moi, tu verras, je vais te montrer avec des preuves que c'est le mien. L'autre peut lui répondre à Malé, Ibara loma piknale. Je n'ai pas à te sortir un objet qui, selon moi, ne t'appartient pas. Et l'agma nous dit, Rava lui dit, Amarava shapir kamale. Effectivement, il a le droit de dire cela. Donc ici, l'artisan, s'il n'y a pas de preuve que l'objet a été déposé, parce qu'il n'y a pas de témoins, à ce moment-là, même si l'objet a été vu par des témoins, il peut très bien dire que c'est l'objet de quelqu'un d'autre et qu'il n'a pas l'obligation de le montrer pour prouver. Donc du coup, c'est ce que dit justement Rava, Marava, Shapir Kamale, Ra'a Tanya. Parce que justement, on estime que ce qu'on a vu dans la Braïta précédemment, c'est que dans un cas où on a vu l'objet. Parce que on a vu que précédemment dans la Braïta, c'est seulement lorsque les témoins attestent que son vêtement à lui est chez le Ouman, c'est que dans ce cas-là qu'il a cette force. S'ils ont juste vu un vêtement et que lui aimerait maintenant le voir pour pouvoir prouver que c'est à lui, il n'a pas la force pour justement obliger l'artisan à le faire. Amar Ravashi trouve une solution. Vi hakim mashvele ra'a. Si le client est intelligent, il peut s'arranger pour faire en sorte finalement que l'objet soit vu par les témoins que c'est à lui. De Amale, il lui dit Amai, ta ficelé, pourquoi tu gardes mon vêtement? La mishum de Hitler Gabay, parce que je te dois de l'argent. Ashta, viens, on fait quelque chose. Maintenant, Afkinu, Veshaiminu, sors-le. Veshaiminu, on va l'estimer. Shekol et Didar, tu vas récupérer ton argent. Ve'eshkol Anadidi, et moi je récupérerai ce qui est à moi, donc le vêtement. Et c'est une manière ici, une fois qu'il dit à ses témoins, voici mon vêtement est comme ci, comme ça, c'est une manière finalement de faire en sorte que lorsqu'il le sort pour l'estimer, les témoins vont voir le vêtement. Une fois qu'ils voient le vêtement, l'autre ne peut plus dire que l'objet n'est plus chez lui, et du coup il a perdu son migo et il perd toute sa force. Alors les Ravacha bere de Ravia, les Ravashi, réponse ici de Ravacha à Ravashi, Matiamale, l'otrikna les shuma didar. Il dit ça marche pas tellement parce que l'artisan peut très bien le dire, je n'ai pas besoin de l'estimer. Kvar shamua kame de kamar. Avant toi déjà on a déjà estimé le vêtement, donc je n'ai pas besoin de toi, et donc il y a encore une manière de se sortir d'affaire. Maintenant on va étudier la suite de la Mishnah. Haris elo chazaka. Un haris, elo chazaka, le haris c'est la personne qui travaille sur un terrain qui ne lui appartient pas
la personne qui possède le terrain le laisse travailler et lui donne une partie de la récolte, un tiers, la moitié, ça dépend des cas. On nous dit que Haris, en lo chazaka, il n'a pas de chazaka. La Gemara s'étonne. Pourquoi? Amai, ada ina palga, ve ashtakula. En général, un Haris prend la moitié, ou en tout cas une part de la récolte, et pas la totalité. Mais là, pendant 3 ans d'affilée, il consomme la totalité de la récolte. Est-ce que finalement, chaque année où il prend toute la récolte, est-ce que finalement, ce n'est pas une manière de faire chazaka de manière différente d'un Haris normal? Et donc à ce moment-là, c'est une chazaka. La Gemara explique, Amar Rabbi Yochanan, Be'arise Bate Avot. Ici, ce sont des familles de Haris, des lignées de Haris. C'est-à-dire que ce sont des familles où depuis des générations, les propriétaires et les Harissim travaillent ensemble. Et du coup, il y a une certaine confiance qui fait qu'au lieu que chaque année, on partage les récoltes, on laisse parfois pendant 3, 4, 5 ans, on laisse le Haris prendre la récolte. Après, nous, on prend les 5 prochaines années, ainsi de suite. Et donc, il y a une certaine confiance qui fait que parfois, pendant 3 ans, on peut laisser le Haris prendre toute la récolte. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Chazaka uniquement. Sinon, il y aurait Chazaka. Maintenant, autre limite de la Chazaka, Maram Nachman, Haris. Encore un Haris, et a priori, selon le commentaire, on parle ici d'un Haris aussi, qui est d'une lignée de Harissim depuis longtemps. Shorid Harissim Tartav, qui a mis d'autres Harissim à sa place. Yeshlo Chazaka. C'est-à-dire que lui, normalement, c'est lui qui s'occupe du terrain. Maintenant, au lieu de s'en occuper, il sort du terrain et il paye d'autres harissim et il les paye de telle sorte à ce qu'ils travaillent à sa place. Là, il y a une chazaka. Pourquoi? Parce que même si c'est l'habitude dans ces familles-là de laisser le haris consommer toute la récolte pendant plus de 3 ans, c'est pas l'habitude de laisser d'autres harissim travailler sur son champ de peur qu'il l'abîme. Puisque c'est une relation de confiance qu'il a avec le haris de base et non pas avec les autres. Du coup, la personne aurait dû contester et donc il y a chazaka. Maïta'ama de la vie inish des nachata harissé la ev et shatik parce que c'est pas l'habitude de laisser que le propriétaire laisse de nouveaux harissim sur son terrain et qu'il se taise. Amar Rabbi Yochanan nous dit haris shechalak la harissim. Par contre, on nous dit ici que le haris qui a partagé le travail avec d'autres harissim. Donc, il travaille sur le terrain, mais simplement il se fait aider par d'autres harissim. Là, dans ces cas-là, la situation n'est pas si étrange que cela, parce que le propriétaire part du principe qu'il se fait aider, mais que c'est lui qui gère la récolte, et donc son terrain sera bien géré. Et l'autre chazaka, donc du coup, il n'y a pas de chazaka, parce que c'est plus ou moins normal. Maïta'ama, imura armania, be'alma shavua, parce qu'il se dit que simplement il a laissé l'autorisation à d'autres personnes. On imagine que la personne laisse l'autorisation à d'autres harissim de l'aider. Nouvelle halakha shalach, les Rav Nachman bar Rav Chizda, les Rav Nachman bar Yaakov. Rav Nachman, le fils de Rav Chizda, a posé la question à Rav Nachman, le fils de Yaakov. Il a médé nos rabbénos que notre Rav nous apprenne Haris Me'id ou Eno Me'id. Est-ce qu'un Haris, donc celui qui travaille sur le terrain et qui prend un pourcentage de la récolte, est-ce qu'il peut témoigner pour le propriétaire ou pas si le propriétaire a un différend au sujet de l'appartenance du terrain? Alors, Abayatib Rav Yosef Kameh, Rav Yosef était assis devant. Et Amarlé, et il a dit à Rav Nachman, Achi Amar Shmuel, comme ça dit Shmuel, Haris Me'id. Un Haris peut témoigner. La Gemara s'étonne, Ve'atania Ptonin Braïta qui dit, Eno Me'id. Alors comment c'est possible? La Gemara explique, Lokashia, Hadeka Pera Be'ara, Hadelika Pera Be'ara. Ça dépend s'il reste des fruits, une récolte sur le terrain, ou s'il ne reste pas de récolte. Si on est juste avant la récolte, évidemment que le Haris aimerait bien que le terrain reste dans la propriété du propriétaire avec qui il a négocié, comme ça il va récupérer sa part de récolte qui est prévue. Si par contre le propriétaire perd, lui aussi également perd sa part. Par contre, si la récolte est terminée, il n'a pas tellement d'intérêt à ce que l'un gagne ou l'autre gagne, puisque finalement il sera haris ailleurs, et donc c'est la raison pour laquelle, en fonction de l'état de la récolte, il peut être noga badava ou pas, c'est-à-dire qu'il peut avoir un problème d'impartialité ou pas. Et donc c'est pour ça que on a cette contradiction apparente entre la Braïta et ce qu'a dit Shmuel. On va laisser la suite de la halakha pour le date de demain. Juste pour par une petite question, c'est remarqué dans entre parenthèses que le siman, le moyen mémotechnique pour se rappeler des halakhot qui suivent, c'est Amalek. C'est Amalek siman. Parce que Tanoura Bana, c'est marqué dans la Braïta là-bas, Arev. On parle du Arev. On parle après du Malvé. Donc le Arev, c'est le garant dans un prêt. Après le Malvé, c'est celui qui prête de l'argent. Et après, on va parler de plusieurs personnes. Et à partir du moment, justement, on parle du Harev, du Malvé, du Lové, et que les Rachetevot, c'est Amalek, déjà on aurait pu enseigner ça à la Chot
dans un ordre qui est différent. Et la question c'est comment est-il possible que la Gemara utilise ce genre de siman, surtout qu'ici on arrive à Purim et que c'est le sujet. Donc on va rapidement résumer ce qu'on a vu. Dans ce daf, on avait vu la marloquette entre Rabba et Abaye. Rabba pensait que la Mishnah, qui disait que le Ouman, l'artisan n'a pas de Chazaka, ne parlait que dans un cas où il y a des témoins que l'objet a été déposé chez lui. Et on avait fini par retenir une objection, c'est le fait que finalement dans la Mishnah c'est marqué que le Ouman n'a pas de Chazaka, là où un autre aurait une Chazaka. Et donc on parle forcément d'un cas où il n'y a pas de témoin du dépôt de l'objet. Et donc quand il n'y a pas de témoin du dépôt de l'objet, là où un homme normal justement a une Chazaka parce qu'il a un migo, parce qu'il pourrait très bien dire l'objet n'est pas chez lui, à partir du moment où la personne est Ouman, artisan, c'est spécial. Et on part du principe qu'il est probable qu'il y ait des objets chez lui qui ne soient pas les siens. Donc c'est comme ça qu'on a repoussé le chilouk de Rabat. On a vu après, dans une braïta, que lorsque la personne récupère un objet qui n'est pas le sien, un vêtement qui n'est pas le sien chez le Ouman, si la situation, c'est-à-dire si l'habitude qui se fait avec ce genre d'artisan, et le fait que ce soit l'artisan lui-même et non pas sa femme ou son fils, et le fait qu'il lui dit tiens, voici un objet, si les conditions tendent à penser que la personne avait le droit de donner un objet qui ne lui appartenait pas, il peut l'utiliser. Si par contre c'est une erreur, il y a eu un échange, on retombe sur la halakha qu'on a vu dans une fête, dans n'importe quel endroit où on échange un vêtement, on n'a pas le droit de l'utiliser, même en attendant qu'on retrouve son vrai propriétaire. Ça c'était la braïta expliquée par Rabbi Chia. Après on avait vu une discussion entre Abaye, Rava et Ravashi au sujet des Ramaïm. On avait vu en tout cas que lorsque on a un artisan qui a un objet qui n'a pas été déposé devant des témoins et qu'on n'a pas actuellement de preuve que l'objet est chez lui, finalement l'artisan peut faire ce qu'il veut. S'il est malhonnête, il peut très bien dire je n'ai pas ton objet. Et même lorsqu'il dit mais attends, j'ai des témoins que tu as un vêtement qui est bleu comme ci comme ça, l'autre c'est vrai, mais ce n'est pas le tien. Et du coup l'artisan a finalement tous les droits à partir du moment où on n'a pas ni de témoins que l'objet a été déposé, ni même de témoins postérieurs que l'objet est actuellement chez lui. Comme il peut très bien dire que l'objet n'est pas chez lui, l'amigo, il est cru lorsqu'il dit ce qu'il veut. On avait vu également que lorsque la Mishnah avait dit que le haris n'a pas de chazaka, celui qui travaille sur un terrain qui prend une part, il n'a pas de chazaka, on avait précisé que c'était d'Afka un haris de Betavot, c'est-à-dire celui qui est haris de famille, de père en fils depuis longtemps, où on a l'habitude de laisser parfois le haris consommer pendant plus de 3 ans les récoltes de manière intégrale. Et donc c'est pour ça que c'est normal et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de chazaka. Si par contre c'est un risque qui vient de commencer son contrat, l'habitude est que l'on partage chaque année, et à ce moment-là, il y aurait chazaka si on l'a laissé consommer pendant 3 ans. Et on a vu que même lorsque c'est finalement des harissim de famille, de père en fils, on a vu que si il ne travaille pas lui-même sur le terrain, mais qu'il laisse d'autres harissim travailler à sa place, là c'est pas normal. On part du principe qu'en général, les propriétaires n'acceptent pas cela, et s'ils l'ont laissé, c'est bien la preuve qu'il l'a acheté, et donc au bout de 3 ans où il a laissé d'autres harissim travaillent à sa place, à ce moment-là, il y a chazaka. Quand lui ne travaille pas avec eux, si par contre lui a travaillé avec eux, on retombe sur la halakha de la Mishnah qui dit qu'il n'y a pas de chazaka. On a vu à la fin que justement le haris, est-ce que ce haris peut témoigner pour le compte du propriétaire du terrain? Et on avait dit ça dépend s'il reste une récolte. S'il reste une récolte, une partie de la récolte, lui a un intérêt à récupérer sa part, et pour qu'il la récupère, il faut que le propriétaire gagne son procès, et donc du coup, il est Noga Badavar, il est partie prenante, donc du coup, il ne peut pas témoigner. Si par contre la récolte a déjà été prise, il a pris sa part, il n'a pas tellement d'intérêt à faire gagner l'un ou l'autre, et à ce moment-là, il a le droit de témoigner. C'est comme ça qu'avait expliqué Shmuel.